Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dès sa nomination, le Premier ministre annonce un grand acte de décentralisation, faisant de ce sujet un obscur objet du désir pour le gouvernement. En septembre, il fait parvenir des courriers aux élus locaux et à leurs associations, aux présidents des deux chambres et des délégations parlementaires aux collectivités pour les associer à cette réflexion d'ampleur et leur dire que, je cite, « Comme élu local, je partage la conviction que nous avons trop attendu pour agir et le moment est désormais venu de vous faire pleinement confiance. » En novembre, il clôture le congrès des maires en réaffirmant sa volonté d'ouvrir un nouvel acte de décentralisation. Qu'en reste-t-il? D'une part, des incompréhensions, d'autre part, quelques solutions. D'abord, un projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités, dont nous allons débattre ces jours-ci, probablement utile, mais peu structurant. Un projet de loi destiné à renforcer l'État local inscrit à l'ordre du jour, pour nous, un texte de recentralisation, à rebours des annonces du gouvernement et des attentes des élus locaux. Un projet sur le logement qui sera présenté en Conseil des ministres demain, mais dont on ignore s'il pourra être examiné alors qu'il s'agit d'une politique prioritaire après une décennie de destruction des moyens en la matière. Les ressources et la fiscalité locale ne sont à ce stade pas abordées en attendant le projet de loi de finances de 2027 qui suscite d'ores et déjà des appréhensions. Les conclusions de la mission parlementaire sur les finances locales lancée en mai nous en diront davantage. À ce stade, donc, force est de constater que les ambitions gouvernementales ont été revues à la baisse et que les intentions sont peu lisibles. Pour ce qui relève spécifiquement du projet de loi simplification dont nous débattons aujourd'hui, il se veut la traduction de la chasse aux normes chère au Premier ministre. Cela a été dit, il fait suite au rapport de Boris Ravignon, au roquelaure de la simplification, qui a déjà donné lieu à la publication d'un méga-décret au printemps 2026. Le rapport Ravignon souligne qu'entre 2009 et 2024, 4 416 normes concernant les collectivités territoriales sont entrées en vigueur. Nous partageons toutes et tous l'objectif de la simplification des normes lorsqu'il s'agit de permettre aux collectivités d'agir plus efficacement. Car, en effet, autant la norme a un rôle fondamental, autant la prolifération de la norme la rend inefficace. Pour autant, ce projet de loi suscite chez nous un sentiment partagé. D'abord parce qu'il est un texte composite. Il rassemble des dispositions utiles, parfois attendues, mais aussi des mesures plus contestables. Ensuite, parce que de l'avis de tous et tous, il est peu ambitieux et constitue plus un tremblement de simplification qu'un choc de simplification en tant que tel. Nous soutiendrons naturellement un certain nombre de dispositions. Certaines ont été adoptées en commission à l'initiative des rapporteurs, dont je salue vraiment le travail accompli, et d'autres à l'initiative de plusieurs groupes, dont le nôtre. Je pense aux mesures qui concernent les communes nouvelles, à la désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants, à la possibilité pour les assemblées des conseils départementaux et régionaux de déléguer à l'exécutif des demandes de subventions, la possibilité en matière de PLU de soumettre à autorisation d'urbanisme tout ou partie des changements de sous-destination des constructions, des dispositions sur le funéraire à l'initiative de nos collègues Lurel, Chailloux et Canales, ou encore la suppression de l'article visant à abroger une disposition relative à la promotion des secrétaires de mairie. Alors même que ce métier est déterminant en zone rurale, il serait paradoxal d'envoyer un signal négatif à ces agents. Je souhaite également souligner l'adoption de l'amendement relatif à l'entrée en vigueur de la bonification de trimestre de retraite pour les élus locaux, à l'initiative de mes collègues Jacqueline Eustache-Brinio, Anne-Sophie Patru et moi-même. Madame la ministre, nous allons nous opposer fermement à l'amendement du gouvernement de suppression de cette disposition. Nous allons au contraire l'améliorer collectivement en séance, car nous partageons avec les rapporteurs l'objectif commun de reconnaissance de l'engagement des élus locaux et celui de la crédibilité du législateur lorsqu'il vote des mesures qui ne doivent pas donc pouvoir être remises en cause par des décrets. Mais simplifier ne veut pas dire affaiblir. À ce sujet, des dispositions nous interrogent et 3 d'entre elles nous interrogent sur le fond.
Tout d'abord, sur le plan démocratique, étendre le scrutin secret pour certaines décisions structurantes des intercommunalités, comme le budget ou la fiscalité locale, ne nous semble pas acceptable. Les citoyens doivent pouvoir connaître la position de leurs représentants sur des délibérations fondamentales. C'est une question de redevabilité démocratique. Toujours sur le plan démocratique, comme nous le faisons depuis le 2019, nous défendrons un amendement permettant d'améliorer la parité dans les exécutifs. Le renouvellement de 2026 confirme combien cette mesure est nécessaire. Ensuite, en matière d'urbanisme et singulièrement sur le plan écologique, avec ma collègue Audrey Linkenheld, nous estimons que la démultiplication des dérogations au PLU et au PLUI nuit à une vision territoriale d'ensemble. Dans le même ordre d'idées, donner la possibilité aux communes de s'écarter de 20%, voire plus avec l'accord du préfet, des enveloppes foncières fixées dans le cadre du ZAN ouvrirait la voie à des ruptures territoriales et des ruptures d'équité. Nous proposons en revanche des mesures permettant à la puissance publique de maîtriser et de réguler son espace, qu'il s'agisse de l'accès à l'information ou de son droit de préemption. Nous regrettons que nos amendements relatifs à l'encadrement des loyers soient irrecevables à un moment où la tension n'a jamais été aussi forte dans le secteur. Enfin, je veux évoquer un point sur lequel nous avons une divergence d'appréciation forte avec les rapporteurs, l'avenir des centres communaux d'action sociale. Les CCAS ne sont pas des institutions comme les autres. Ils sont ancrés dans notre histoire collective locale et plongent leurs racines dans les bureaux de bienfaisance créés sous la Première République. Depuis plusieurs décennies, depuis la loi de 86, depuis la loi de 1995, une place spécifique leur est reconnue et cette place associe des élus et des acteurs de la société civile. C'est une richesse. Rendre leur existence facultative n'est pas une simplification, c'est un contresens s'agissant du fonctionnement local. Au moment même où les besoins sociaux progressent fortement dans notre pays, nous risquons de fragiliser un outil de proximité qui nous semble indispensable. L'intégration de leur mission au sein des communes ne produira pas d'économie financière. Elle risque en revanche d'introduire davantage de complexité et de désorganisation. Il ne s'agit pas ici de défendre une structure par principe, mais de rappeler qu'en matière d'action sociale, la proximité et la coopération avec les acteurs locaux sont des éléments essentiels. La voix des acteurs associatifs compte et ne peut et ne saurait être uniquement consultative. Mes chers collègues, vous l'avez compris, le groupe socialiste et républicain, écologiste et républicain entend que la simplification est nécessaire. Nos élus locaux ont besoin de règles plus lisibles, mais aussi d'un État qui fasse davantage confiance, enfin, à ces territoires. Mais simplifier ne peut pas conduire à affaiblir la démocratie locale, ni à réduire nos ambitions en matière écologique ou à fragiliser les instruments de solidarité. Alors au fond, il est évident que ce texte n'est pas inutile, mais il n'est pas déterminant. Il nous appartient collectivement de l'améliorer pendant cette séance, au service du pouvoir d'agir des collectivités et non au détriment des principes qui fondent l'action publique locale. En fonction de l'évolution de la discussion, nous réserverons notre position sur le vote pour l'issue de ces débats. Je vous remercie.